Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais pas vous raconter deux histoires comme d'habitude. Non, mes amis, aujourd'hui on a 6 témoignages. Alors laissez-moi vous expliquer pourquoi est-ce que je fais ce concept aujourd'hui. Pour être très franc avec vous, aujourd'hui je n'ai pas trouvé d'histoire. Voilà, j'ai pas trouvé d'histoire assez exceptionnelle pour vous les raconter sur la chaîne. Mais je voulais pas vous laisser non plus sans vidéo ce jeudi parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent et qui passent des examens prochainement. Ou peut-être que vous les passez même actuellement, donc j'ai aussi envie que vous puissiez passer un petit moment tranquille devant une vidéo et que vous puissiez vous vider l'esprit. En tout cas, c'est ma philosophie. Le concept d'aujourd'hui, vous allez voir, c'est pas le truc le plus original sur YouTube, mais ça m'a beaucoup été demandé sur Instagram notamment ces derniers temps. Il s'agit de lire des témoignages Reddit. En fait, ça se rapproche un petit peu des vidéos abonnées que je fais, sauf que cette fois-ci, c'est pas vos témoignages, c'est des témoignages qui sont sur Reddit, qui sont écrits à la première personne. Alors, à la base, ils sont écrits en anglais, moi je vais les raconter en français. Peut-être que certaines phrases sont un petit peu bancales, mais je vais essayer d'adapter tout ça au fur et à mesure si jamais je vois que c'est pas compréhensible. Ce sont vraiment des témoignages en tout genre de personnes, donc c'est des gens qui ont vécu des situations particulières, et c'est beaucoup plus court qu'un thread d'horreur normal. Pourquoi ? Parce qu'un thread d'horreur, c'est un long témoignage Reddit. Enfin Reddit, mais parfois ça vient de Facebook, parfois ça vient d'autres groupes, et il y a beaucoup de détails. Là aujourd'hui, c'est pas le cas, c'est des histoires très courtes, et donc j'espère que ça va vous plaire, c'est vraiment un test. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, histoire qu'on le fasse évoluer et que peut-être de temps en temps il y ait un nouveau format sur la chaîne, à vous de me dire. Un truc qui ne change pas, c'est que je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez, de prendre une petite boisson, on s'installe confortablement, et on est parti pour le premier témoignage. Il y a environ 2 ans, alors que je sortais mon chien pour une promenade le soir après l'école, comme d'ailleurs je le faisais tous les jours, eh bien quelque chose de très inquiétant m'est arrivé. Pendant que je marchais sur le trajet que je prends tous les jours, j'ai remarqué qu'il y avait un petit peu de brouillard, mais que c'était quand même assez clair pour voir 5 mètres devant moi. En écoutant de la musique, comme à mon habitude, j'ai vu un mec beaucoup plus grand que moi, ce qui, on va pas se cacher, n'était pas difficile parce qu'à l'époque j'avais 14 ans, il avait une casquette bleue et ce gars, il marchait très rapidement vers moi. Le fait qu'il marche rapidement vers moi, ça m'a pas trop dérangé, parce que les gens de mon quartier, normalement, sont des gens bien. Ce gars, je ne l'ai pas reconnu, donc peut-être qu'il venait du quartier voisin. Ah mon Dieu, comme j'avais tort. Alors qu'il s'approchait de moi, j'ai vu dans sa main un téléphone à clapet, un truc que je n'avais pas vu quelqu'un tenir depuis approximativement 2013. Vous savez, c'est ces téléphones là qu'on peut refermer comme ça, donc tout l'inverse d'un iPhone. Moi j'avais encore pire, mon premier téléphone quand j'étais petit, c'était un Sony Ericsson et un Samsung D600 ou D6000, je sais plus. C'était carrément, on pouvait le slider comme ça, on pouvait le monter vers le haut, il y avait le clavier qui apparaissait, enfin c'était un truc incroyable. Et ça s'est bien vite fait exploser par tout ce qui est iPhone, smartphone et compagnie. Alors que la distance entre nous se réduisait à environ 2 mètres, il a fermé son téléphone et il s'est approché de moi. Le truc, c'est que mon chien n'était même pas trop énervé. Il l'a même accueilli en se frottant à lui. Le gars m'a posé une question et très honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Il m'a demandé si j'avais un petit peu d'argent pour qu'il puisse s'acheter une aspirine pour son mal de tête. Je lui ai dit que malheureusement je n'avais jamais de monnaie, que je payais seulement avec une carte et il m'a donc demandé si je pouvais le suivre et venir avec lui à la pharmacie pour le lui acheter avec la carte parce que visiblement il était très malade. Bon ok, le gars avait l'air vraiment malade et surtout la pharmacie, elle n'était que à 500 mètres. Donc en tant que personne gentille, j'ai quand même choisi de l'aider. Pendant que je marchais avec lui, on a commencé une conversation à propos de mon chien. Il m'a demandé si c'était un border collie, ce qui, effectivement, était le cas. Jusque-là, il n'y a pas grand-chose qui m'a choqué, parce qu'après tout, un border collie, on est d'accord, c'est facile à identifier. En tout cas, pour les connaisseurs de chiens. À ce moment-là, on était à peu près à 2 minutes de la pharmacie et il m'a demandé s'il pouvait caresser mon chien. J'ai dit oui, et alors qu'il s'accroupissait pour la caresser, il a dit quelque chose du genre « Bonjour Cara ». Je tiens à préciser que le nom de mon chien est Cara. Vous aurez peut-être compris le problème, c'est que je ne lui ai jamais mentionné le nom de mon chien. Là, bon, désolé du terme, c'est ce qui est écrit dans l'histoire. Je cite « Mes couilles sont tombées jusqu'au talon » pour dire que la personne a peur, vous l'aurez compris. Mon premier instinct a été d'attendre qu'il se relève et de lui donner un coup de pied dans les couilles aussi fort que possible. À l'époque, j'étais boxeur semi-professionnel et j'allais à un tournoi dans 2 mois. Donc j'étais plutôt chaud, mais la peur qui m'a envahi a balayé tout l'entraînement que j'avais suivi pendant 1 an et demi. Du coup, il s'est relevé et je l'ai frappé. Il s'est instantanément effondré, j'ai attrapé mon chien et j'ai commencé à courir vers l'école la plus proche. Cette école était fermée parce que ce n'était plus l'heure, par contre, la porte était ouverte. Quand je suis arrivé dans l'enceinte de l'école, j'ai vu ce mec qui marchait et qui boitait pas très loin de moi. Je me suis alors caché dans l'endroit que j'utilisais toujours quand j'étais petit pour jouer à cache-cache. C'est en gros derrière de hautes herbes dans un petit trou qui menait à une pièce du sous-sol. Pendant que moi je me cachais, je l'ai vu tourner en rond avec ce même téléphone à clapet collé à son oreille, en murmurant doucement des phrases que je n'ai malheureusement pas pu entendre. Je l'ai vu tourner là 2-3 fois, j'ai attendu 15 minutes et je suis sorti du trou. J'ai repris mon chien et j'ai couru jusqu'à la maison comme un sprinter olympique. Probablement que ce soir-là, j'aurais battu le record. Depuis, je ne l'ai pas revu pendant environ 4 mois. Quand je l'ai vu à nouveau, il parlait à une jeune femme et il se dirigeait vers un immeuble. J'étais malheureusement trop loin pour les atteindre à temps et elle n'a pas entendu mes cris. Peut-être que c'était quelqu'un d'autre et que je m'étais trompé sur son identité. En tout cas, sincèrement, j'espère vraiment
m'être trompé. Pour tous ceux qui se demandent comment j'ai pu attraper un border collie et courir avec elle, eh bien sachez que je travaille sur des chantiers de construction depuis que je suis petit. Je n'étais peut-être pas très grand, 1m76 à l'époque, mais j'avais la force et l'adrénaline pour le faire. Donc à toi, l'étranger au téléphone à clapet qui connaissait le nom de mon chien, eh bien, va bien te faire foutre. C'est ce qui est écrit, c'est pas moi qui l'ai inventé. Alors personnellement, vous l'aurez peut-être compris, je ne suis pas un spécialiste des chiens, mais plutôt... Enfin, je suis pas spécialiste des chats, mais je préfère les chats. Donc, un border collie, vous savez quoi, je vais regarder directement sur internet parce que j'arrive pas à imaginer la tête que ça a. Donc, ouais, bon, c'est un grand chien. C'est pour ça qu'à la fin, en gros, il dit, voilà, si vous doutiez que j'arrive à le porter, je comprends pourquoi. Moi, le truc du téléphone à clapet à l'oreille, alors que ce soit un téléphone à clapet ou pas, on s'en fout. Mais ce truc de sortir le téléphone juste avant et après avoir couru après quelqu'un, peut-être que tu as évité un enlèvement ou j'en sais rien, parce que moi, ça me fait penser à ça. En tout cas, faites attention quand vous allez promener votre chien ou quand vous allez vous balader dans la forêt, dans des sentiers un petit peu reculés. On ne sait jamais sur qui on peut tomber. Là, dans le témoignage, la personne s'est battue avec. Je pense sincèrement que la meilleure des solutions, si jamais vous en avez l'occasion, c'est de prendre vos clics et vos claques et de vous barrer en courant. Ne cherchez pas la confrontation, vous ne savez pas ce que la personne a dans les poches, peut-être qu'elle vous tue en un coup. Donc, s'il vous plaît, si vous avez l'occasion de le faire, on se barre en courant, on prend le chien avec, mais essayez de partir très vite. Voilà, on passe au deuxième témoignage. J'ai déménagé dans une maison louée en dehors d'une petite ville de l'Ohio rural, donc c'est aux États-Unis. Tout ça s'est passé après une rupture difficile. Je voulais simplement du calme. J'avais besoin de prendre de la distance avec tout et tout le monde que je connaissais, et cet endroit m'offrait ça d'une façon que je n'attendais pas. Loyer pas cher, longue allée en gravier, une ligne d'arbres épaisse sur 3 côtés, et le voisin le plus proche était à environ 800 mètres sur la route, donc pas si proche que ça le voisin. À l'époque, ça semblait être exactement ce dont j'avais besoin. Avec le recul, je pense que l'isolement était tout le problème. On verra de quoi il s'agit. Le premier mois s'est passé tout à fait normalement. Je travaillais depuis chez moi, je me faisais livrer mes courses et je quittais rarement la propriété, sauf pour faire quelques allers-retours en ville. Là, je me disais que j'étais enfin tranquille et que je pourrais enfin surmonter cette rupture. Puis, vers la 5e semaine, j'ai commencé à remarquer de petites choses. Rien de bien spectaculaire au début, mais assez subtil pour que je puisse me trouver des excuses si je m'en donnais la peine. Le portail au bout de mon allée, je le fermais toujours avant de dormir, tous les soirs, sans exception. C'était devenu une habitude et je pourrais même dire un rituel. Mais 3 matins consécutifs, je me suis réveillé et je l'ai trouvé grand ouvert. Je me suis dit que c'était le vent, ou peut-être que le loquet était vieux et peut-être usé. Alors, j'ai acheté une chaîne et je l'ai moi-même passée à travers le portail. Quelques jours plus tard, la chaîne pendait, détachée du poteau, complètement décroché, pas cassé, ni même forcé, juste décroché soigneusement, délibérément, comme si quelqu'un avait pris son temps et voulait que je le remarque. Ça, c'était la première nuit où je n'ai pas bien dormi. J'ai donc installé une caméra de sécurité bon marché à détection de mouvement sur le Porsche, rien de très cher, un petit modèle à 40 $ qu'on installe en 20 minutes. Je l'ai posé un jeudi soir, surtout pour me rassurer. Vendredi matin, j'ai ouvert l'application, café encore en main, et je m'attendais pas vraiment à grand chose. La caméra s'était déclenchée 11 fois entre 2 et 4 heures du matin. Oui, tu as bien lu, 11 fois. J'ai eu un coup vers le cœur comme s'il allait s'arrêter avant même d'ouvrir la première vidéo. La plupart, c'était rien. Du vent dans les arbres, quelques secondes d'obscurité, et vous savez, c'est un peu ce genre de séquence qui vous fait vous sentir bête d'avoir eu peur au départ. Mais lorsque je suis arrivé à la 5e séquence, mon corps s'est complètement glacé. Tout au bord du cadre de la caméra, juste là où la lumière du Porsche s'estompait dans l'obscurité, il y avait une silhouette. Une personne debout, complètement immobile, pas en train de marcher, pas en train de regarder autour, pas en train de se comporter comme quelqu'un qui passerait simplement par là. Non, il était juste debout, là, tourné directement en direction de ma maison. Et le problème, c'est que c'était pas uniquement vers ma maison, c'était dans la direction de ma chambre. Ce matin-là, j'ai appelé la police. Pas le 911, juste la ligne non urgente. Ils ont envoyé une patrouille dans l'heure, 2 agents ont fait le tour de la propriété, vérifié la ligne d'arbres, marché le long de la lisière des bois avec une lampe torche, même en plein jour, et malheureusement, ils n'ont rien trouvé. Pas une trace de pas, alors qu'il avait plu 2 nuits avant et que le sol aurait dû en garder l'empreinte. Un des agents m'a exposé sa théorie. Il m'a dit que c'était probablement un cerf, parce que ça arrive que les caméras déforment les silhouettes la nuit, que les ombres peuvent jouer des tours étranges aux yeux quand on est déjà un petit peu anxieux. Bon, alors personnellement j'interviens dans l'histoire. Un cerf et un homme, alors je suis pas spécialiste des formes, mais il me semble que c'est quand même une silhouette un petit peu différente. Je pense que même quand on a 8 grammes dans le sang, on arrive à identifier un cerf et un homme. Après, je suis pas spécialiste. Donc la théorie du policier, on peut dire qu'elle est un petit peu bancale. Je les ai remerciés et je suis rentré en me disant que probablement ils avaient raison. Bon, personnellement, je n'aurais pas cru à leur théorie, mais voilà. Mais moi, je savais ce que j'avais vu. Je savais que ce n'était pas un cerf. Ah, voilà. J'ai essayé de me convaincre que je pouvais rester rationnel. J'ai commencé à dormir avec les lumières du couloir allumées en me disant que c'était juste pour le confort et pas par peur. Celle-ci, je la connais comme excuse. Puis, c'est là que les coups ont commencé. La première fois, c'était 3 coups lents et délibérés sur la porte de derrière, à exactement
3 heures du matin. Je suis resté complètement immobile dans mon lit pendant près de 40 minutes et j'étais beaucoup trop effrayé pour pouvoir bouger. Cette nuit-là, rien d'autre ne s'est passé. Une semaine plus tard, les coups sont revenus. Même porte, même heure, même façon de frapper. Cette fois-ci, j'ai pris la batte de baseball que j'avais soigneusement déposée près de mon lit. J'ai marché vers la porte de derrière, le cœur battant dans mes oreilles, prêt à en découdre. J'ai allumé la lumière du Porsche et il n'y avait rien, ni personne. Mais sur la rambarde en bois de mon Porsche arrière, il y avait une empreinte de main pressée dans la fine couche de poussière qui s'était accumulée au fil de la saison. Elle était petite, presque comme la main d'un enfant, et elle était tournée vers l'intérieur, donc vers la porte, pas vers l'extérieur comme l'aurait été une main posée par quelqu'un qui se penchait pour frapper. Ça ressemblait exactement à quelqu'un qui se serait tenu là, la paume pressée à plat contre le bois, tourné vers l'intérieur de la maison. Un peu comme si cette personne regardait à travers la vitre. Après ça, j'ai commencé à caler une chaise de cuisine sous chaque poignée de porte de la maison avant de m'endormir. C'est là que les choses ont commencé à s'aggraver. J'ai remarqué que des petits objets avaient été déplacés pendant que je dormais ou que je faisais des courses. Une chaise de cuisine éloignée de la table et tournée vers le couloir, comme si quelqu'un s'était assis là pour observer l'endroit où je passerais. Mon ordinateur portable, que je me souvenais distinctement avoir fermé la nuit précédente, eh bien là, il était posé ouvert sur le comptoir le matin, écran éteint mais quand même relevé. Un verre d'eau qui était sur ma table de nuit, déplacé au sol à côté de mon lit, posé sans la moindre goutte d'eau renversée. Toi qui lis mon témoignage, tu l'auras compris, quelqu'un était entré dans ma maison pendant que je dormais. J'ai vérifié chaque serrure et chaque fenêtre de façon obsessionnelle, plusieurs fois par jour, et je n'arrivais vraiment pas à comprendre comment quelqu'un pouvait entrer. Finalement, je suis allé au magasin de bricolage acheter de nouveaux verrous pour chaque porte, et je les ai installés moi-même cet après-midi-là avec les mains qui tremblaient. La nuit qui suit, je n'ai même pas essayé de dormir. Je me suis juste assise à la table de la cuisine avec la batte de baseball sur les genoux et absolument toutes les lumières de la maison qui étaient allumées. À 2h47 du matin, mon téléphone a vibré. Une notification de l'application de la caméra. Il y avait un mouvement qui venait d'être détecté. Mes mains tremblaient tellement que j'ai presque laissé tomber le téléphone en essayant de l'ouvrir. Et là, devinez quoi ? La silhouette était de retour. Mais cette fois, elle ne flottait pas au bord du cadre comme avant, immobile. Elle était debout au pied des marches de mon Porsche, bien plus proche qu'elle ne l'avait jamais été. Assez proche pour que je puisse enfin distinguer de vrais détails. Elle était grande, mince, avec des habits très sombres, et sa tête était légèrement inclinée d'un côté, presque avec curiosité, comme si elle étudiait quelque chose. Ou alors, comme si elle me regardait, en train de la regarder. Là, cette fois-ci, je n'ai pas appelé la ligne de non-urgence, j'ai appelé le 911, donc les urgences. J'ai dit à l'opérateur que quelqu'un se trouvait devant ma maison et que j'avais besoin que quelqu'un vienne tout de suite pour m'aider. La personne à l'autre bout du fil m'a dit de rester en ligne et surtout de m'éloigner des fenêtres. J'ai gardé les yeux fixés sur le flux vidéo en direct tout ce temps. La silhouette ne bougeait pas, 30 secondes ont passé, 1 minute entière, puis presque 2 minutes, mais elle n'avait toujours pas bougé d'un seul centimètre. Puis, et je ne pense pas que je cesserai un jour de revoir cette image quand je ferme les yeux, elle a lentement levé une main et elle a fait un signe. Pas de façon agressive, ni même comme une menace. C'était un signe très lent et délibéré, presque doux, comme si elle voulait que je comprenne qu'elle avait été là depuis le début. La police est arrivée 11 minutes plus tard, et cette fois, ils ont trouvé des empreintes de pas, très nettes, menant autour de la maison, vers l'arrière, et jusqu'à presque toutes les fenêtres de la propriété. Derrière le garage, à moitié caché dans l'herbe haute, ils ont trouvé un sac de couchage, un sac à dos usé et une bouteille d'eau qui était complètement vide. Quelqu'un avait campé sur ma propriété pendant des semaines, voire peut-être un peu plus. Cette personne n'a jamais été identifiée. Aucune empreinte n'a mené à quelque chose, il n'y avait rien sur les images de la caméra qui étaient assez nettes pour être utilisables, et l'affaire a fini par être classée. J'ai quitté les lieux 3 jours plus tard. J'ai rompu mon bail sans la moindre hésitation et j'ai laissé derrière moi tout ce qui ne tenait pas dans ma voiture. Je suis retourné vivre en ville après ça, dans un appartement au 2e étage avec, cette fois-ci, un gardien, de nouveaux verrous, une chaîne de sécurité et une caméra de surveillance installée juste devant ma porte. Cette histoire, c'était il y a 2 ans. Le mois dernier, j'ai reçu une lettre par la poste sans adresse de retour. À l'intérieur, il y avait une photographie imprimée sur papier blanc. Elle montrait mon immeuble actuel, prise depuis l'autre côté de la rue. Ma fenêtre était entourée d'un marqueur rouge, mais le problème, c'est que je n'ai jamais communiqué mon adresse à qui que ce soit. Ni même à mes amis, ni même à ma famille, à personne. Alors, on est d'accord, le témoignage, il est très effrayant. Je sais que vous aimez pas quand je dis ça. Pour moi, le témoignage est faux. Parce que le dernier passage, comment quelqu'un pourrait savoir où vous déménagez si vous ne donnez pas l'adresse, enfin, surtout si c'est dans une autre ville, ça me paraît bizarre. On est parti pour le 3e témoignage. C'était il y a plusieurs années. Mais moi, 32 ans, femme, célibataire à l'époque, j'ai été réveillé vers 2h du matin par le bruit de quelqu'un qui tambourinait à la porte de mon appartement. Pour le contexte, je vivais au 1er étage. Il y a en tout 3 étages. Mais pour accéder au 1er étage, il faut descendre 6 marches. Donc en gros, mon appartement est à moitié enterré dans le sol. Ça, je vous avoue, je suis pas spécialiste architecte, mais j'arrive pas à voir comment on doit descendre dans le sol pour monter au 1er étage. Voilà, si quelqu'un s'y connaît, n'hésitez pas à le dire. Il y a 4 logements par étage, et le mien est l'un des 2 logements situés à l'arrière du bâtiment. Les fenêtres de mon appartement
appartements sont au niveau du sol et le balcon de mes voisins du dessus se trouve essentiellement juste au-dessus de l'endroit où finit la fenêtre de mon salon. C'est assez compliqué, j'espère que vous avez compris. Personnellement, non, mais c'est pas grave. Quand j'ai entendu les coups sur ma porte, j'ai immédiatement bondi de mon lit, le cœur battant à toute vitesse, complètement paniqué parce que je ne savais pas ce qui se passait. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai marché prudemment dans l'obscurité de mon appartement. Mon appart, il est aussi très petit, donc si quelqu'un entrait par effraction, pour être honnête, je n'aurais nulle part où aller me cacher. Les coups continuaient. J'ai regardé par le Judas, puisque les couloirs de l'immeuble sont éclairés 24 heures sur 24. Et là, j'ai pu le voir. Et il y avait un homme que je n'avais jamais vu auparavant, qui criait pour que je le laisse entrer. Évidemment, je n'ai pas réagi. Il s'est alors retourné et a commencé à tambouriner sur la porte de mes voisins aussi en hurlant. Après environ 10 minutes à l'observer, il est sorti par la porte de derrière à moins d'1 mètre de nous. Juste au moment où je pensais enfin pouvoir respirer, il y a soudainement eu des coups sur ma fenêtre. J'ai eu si peur que j'étais à 2 doigts de me pisser dessus. Parce que, comme je l'ai dit, ma fenêtre était au niveau du sol, donc ce n'était pas comme si je pouvais regarder discrètement autour des rideaux. J'ai couru dans ma chambre pour regarder par cette fenêtre-là, et là, j'ai été complètement terrifié. Il était assis par terre et utilisait ses 2 jambes pour donner des coups de pied dans ma fenêtre. J'ai couru à la cuisine et là, j'ai attrapé mon plus beau couteau. Je comprends pas ce truc de fenêtre au sol. Pour moi, c'est comme dans ma cave, enfin, dans la cave de la maison où j'habitais avant, il y avait une fenêtre qui était à moitié sous terre, à moitié, au sol. Donc en gros, quand tu regardais à l'extérieur, tu avais la tête au niveau du jardin. Donc là, je comprends. Enfin, d'après ce que je comprends, c'est à peu près pareil. Il a quitté ma fenêtre, mais a ensuite entendu la grande porte de derrière claquer à nouveau. Et il est retourné essayer de défoncer ma porte. Puis il allait à la porte de mes voisins, puis ressortait pour tenter à nouveau de défoncer ma fenêtre à coups de pied. Enfin bref, il faisait une boucle. Là, je ne savais littéralement plus quoi faire. Dans l'immeuble où je vis, les voisins, honnêtement, ne communiquent pas entre locataires. Et ils ferment les yeux. En gros, ils n'entendent rien, ils ne voient rien, ils ne cèdent pas. Et chaque fois que j'avais appelé la police pour d'autres incidents avant, ils n'étaient jamais venus. Donc je savais aussi que j'étais complètement livré à moi-même et que j'étais seul au monde. Je suis resté debout dans mon appartement, dans le noir complet, le couteau dans une main et le téléphone dans l'autre, attendant honnêtement le moment où ma fenêtre allait céder et où cet homme dérangé allait entrer par effraction. Je me disais que je devrais probablement le poignarder pour me défendre et appeler la police seulement après. Après presque 2 heures à être tourmenté par cet homme inconnu, alors qu'il essayait de défoncer la porte de mes voisins, une femme, à peu près la quarantaine, et son mari se sont mis à hurler comme des fous contre lui. Oui, je regardais toujours par le Judas. Elle a crié des injures à cet homme, qu'il méritait amplement d'ailleurs, et lui a dit de dégager d'ici avant qu'elle n'appelle la police. L'homme, très bizarre, dès que la femme a ouvert sa porte, n'a rien fait et il n'a rien dit. Quand elle lui a claqué la porte au nez, il est tranquillement monté les escaliers vers le 2e étage et a complètement disparu de mon champ de vision. J'ai continué à rester assis sur mon canapé le reste de la nuit, dans le noir et surtout en silence, à écouter le moindre bruit, le couteau dans une main et toujours le téléphone dans l'autre. Ma fenêtre, pour être très sincère, était à un coup de pied d'exploser. Ce gars, il s'est avéré que c'était l'un des amis de mes voisins du dessus qui était venu boire un coup ce samedi soir. Il était complètement arraché, avait quitté l'appartement du 2e étage pour une raison quelconque et avait ensuite cru être enfermé à l'extérieur quand il n'arrivait pas à entrer chez moi ou chez mes voisins. Parce que, vous l'aurez compris, il pensait que c'était l'appartement de son ami. Ce qui explique aussi pourquoi il a semblé si choqué quand la dame en face de moi a ouvert sa porte. Comment est-ce qu'il a pu confondre le 1er étage avec l'appartement de son voisin? Ça, je ne le saurai jamais et je ne saurai jamais pourquoi il a pensé pouvoir défoncer ma fenêtre à coups de pied. Tout ce que je sais, c'est que cette rencontre m'a terrifié et que j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir sans une arme quelconque pendant longtemps après ça. Bon, au final, le mec, il était pas si mal intentionné que ça, il était juste complètement arraché, il avait probablement 12 grammes. Mais moi, il y a un truc qui me fascine. On a tous, malheureusement, été déjà bourrés une fois, mais être bourré au point de défoncer une porte et une fenêtre à coups de pied en pensant que c'est l'appartement de votre voisin qui vous a enfermé, je sais pas le nombre de grammes qu'il faut dans le sang, mais ça doit être colossal. En fait, ce qui me choque, c'est que je ne sais même pas comment le corps arrive à résister jusqu'à un tel niveau sans que vous tombiez dans les pommes et que vous fassiez un coma éthylique. J'ai envie de dire, la nature est bien faite, mais là, c'est particulier. Et je vous le rappelle, quand vous avez bu, ne prenez pas le volant, sinon tonton Melvin... pas content. Pas content au point d'appeler la police pour qu'il vous enferme en prison et qu'il vous fasse payer une amende. Donc attention, s'il vous plaît. Témoignage numéro 4. Je suis une femme dans la trentaine. 2 de mes amis étaient hors de la ville ce week-end et je leur avais proposé avec plaisir de garder leurs animaux et leur maison. Ils vivent dans un quartier plutôt correct, mais malheureusement qui reste néanmoins peuplé de personnes confrontées à ce qui semble être une addiction à une substance un petit peu illicite. Ils louent une vieille maison aux fenêtres branlantes avec des loquets cassés et les serrures des portes ne fonctionnent pas vraiment bien, même s'il y a des verrous. J'ai vécu dans de nombreuses villes et j'ai tendance à être à l'aise dans la plupart des endroits, peu importe la population, donc tout ce que j'ai vécu là, ça m'a pas plus interpellé que ça. Hier soir, j'étais assise dans son salon en train de regarder des films. Je me sentais légèrement mal à l'aise parce que ces rideaux ne couvraient pas entièrement les fenêtres. Et j'ai commencé à réaliser qu'il se faisait tard. Donc j'ai laissé sortir le chien dans la petite cour arrière, histoire qu'il fasse ses besoins et que je puisse rester tranquille pendant la nuit. Quand je suis revenu m'asseoir sur le canapé, j'ai entendu des coups frapper à la porte. Bon,
j'avais un petit peu peur, donc j'ai attendu. Je me suis approché de la porte, qui a des stores et une vitre, et j'ai vu un homme en sueur, avec un regard fuyant, et... bon, il avait l'air un petit peu fou. Il portait un t-shirt noir, à manches longues, et un pantalon sombre, malgré qu'il faisait une chaleur intense. Et il m'a demandé... Votre mari est-il à la maison? Je me suis donc demandé à un instant s'il me prenait pour mon ami, mais je lui ressemble pas du tout. Et ce gars, il ne me connaît pas du tout. Donc sa question n'avait aucun sens venant de sa part. Je l'ai entendu marmonner quelque chose après ça et je lui ai demandé ce qu'il avait dit, puis il m'a redemandé si mon mari était à la maison, avant de marmonner la même chose à nouveau. Là, je ne savais pas quoi faire, alors j'ai simplement dit oui, il est à la maison, puis j'ai fait semblant de commencer à répondre à quelqu'un au fond de la maison. Et j'ai fini par m'éloigner. J'ai fini par emmener le chien dans leur chambre avec moi, j'ai fermé cette porte-là, qui elle non plus ne fermait pas vraiment à clé, puis je me suis caché dans un placard et j'ai appelé le 911, donc vous savez les urgences. Il leur a fallu environ 15 minutes pour arriver. Quand ils sont arrivés, ils m'ont dit avoir vu quelqu'un se cacher dans les buissons. Ils sont allés voir, mais ils n'ont trouvé personne. J'ai été complètement terrifié et j'ai pris le chien ainsi que quelques affaires pour retourner chez moi et y dormir. Le lendemain matin, j'ai dit à mon ami que tout allait bien et que leurs animaux étaient en parfaite forme. Mais je leur ai aussi raconté évidemment ce qui s'était passé. Alors que je commençais à lui raconter ce qui s'était passé, elle m'a interrompu et elle m'a dit « Oh, c'est ce type bizarre qui frappe à la porte ?» En gros, elle semblait savoir exactement de quoi, ou plutôt de qui, je parlais. Elle m'a aussi expliqué qu'il était venu une fois, quand ils étaient tous les deux à la maison, que l'homme avait demandé de l'argent à son mari pour de la nourriture, et que son mari avait eu la gentillesse de le laisser s'asseoir sur le porche. Il lui avait donné de l'eau, parce qu'il faisait très chaud, et surtout, il lui avait donné de l'argent. Elle m'a dit aussi que la deuxième fois où l'homme avait frappé à la porte, c'était à 23h, alors qu'elle était seule dans le salon et que son mari, lui, dormait. L'homme lui avait demandé si son mari était à la maison, elle avait répondu oui et elle était retournée chercher son mari, mais quand ils étaient revenus, l'homme avait disparu. Plus tard cette semaine-là, son mari l'a vu à l'extérieur et lui a dit de ne plus revenir la nuit. L'homme s'est excusé et il a dit qu'il ne le referait plus. Et puis cette histoire m'est arrivée, seulement 5 heures après que mon ami soit parti de la ville et que je sois arrivé chez eux. Bon, pour elle c'est assez clair, cet homme paraît inoffensif et il veut simplement de l'eau ou de l'argent, ou peut-être même qu'il veut sincèrement parler à son mari. Maintenant, est-ce que j'ai réagi de façon excessive ou était-ce une situation vraiment effrayante? Si quelqu'un a un avis ou une expérience similaire, je l'écoute très volontiers. Alors, moi j'ai une théorie par rapport à ce témoignage, parce qu'au début, en fait, elle dit qu'elle est dans une zone, dans un quartier où il y a beaucoup de gens qui sont malheureusement connus pour avoir des addictions à des substances un petit peu particulières. Eh bien, en fait, ma théorie, c'est que cette personne, elle vient réellement demander de l'argent, donc c'est pas une blague, mais c'est pas pour aller acheter de l'eau ni de la nourriture, ça peut probablement être aussi pour satisfaire leur consommation de substances. Et c'est vrai que c'est malheureux parce qu'aux États-Unis, il y a de plus en plus d'endroits qui sont connus, entre guillemets connus pour ça. Et généralement, c'est concentré sur un quartier ou sur une rue même, où en gros, vous voyez tous les gens qui consomment dans cette rue. Et c'est vrai que moi, ça me fait penser un petit peu à ça. Ça veut dire que la personne, elle vient toquer, elle veut de l'argent pour aller acheter. Et c'est une boucle absolument infernale. Mais bon, bonne nouvelle, elle est en sécurité, il s'est rien passé de grave, donc j'ai envie de dire tant mieux. On est parti pour l'avant-dernier témoignage. Tout ça s'est passé vers 2018. J'ai vu récemment des vidéos en ligne de gens qui se comportent bizarrement envers des femmes dans les trains et ça m'a fait penser à cette situation que j'ai vécue quand j'étais plus jeune. C'était au Royaume-Uni. J'avais 20 ans, mais je paraissais vraiment jeune, genre 16, 17, 18 ans. J'étais dans un train et il était à peu près 23h ou minuit. Le wagon était vide, ou presque vide, je l'avais choisi parce que je voulais être tranquille. J'étais hyper fatigué parce que je voyageais depuis des heures et des heures. 3 mecs bourrés, ou peut-être avec du recul qu'ils faisaient semblant d'être bourrés, sont montés et ils avaient environ 30 à 40 ans. Ils s'étaient tous assis sur les sièges de l'autre côté de l'allée par rapport à moi, malgré le fait que le wagon était vide. Ça, les gens comme ça, vraiment, quand il y a un wagon qui est vide, il y a, je sais pas, 60 sièges, n'allez pas vous mettre à côté d'une personne qui est déjà là. Enfin, ça me paraît tellement logique. Essayez d'espacer un peu, voilà, c'est un petit coup de gueule. Je les ai ignorés et j'étais plutôt énervé que quelqu'un décide de s'asseoir aussi près alors qu'ils avaient tout le wagon. L'un d'eux s'est ensuite levé et est venu s'asseoir directement à côté de moi. Même là, je n'étais pas très inquiète, je me disais simplement... Ah, encore un mec bourré qui vient parler, allons-y, tapons la conve. Pour être honnête, sur le moment, je me disais que je n'étais pas vraiment en danger. Avec du recul, je pense que c'était simplement parce que j'étais tellement fatigué et trop poli pour l'ignorer. Ce gars, il était assez poli, même assez sympa, il demandait comment j'allais, etc. Il a ensuite commencé à dire qu'il était vraiment inquiet pour moi, que j'étais clairement une fugueuse, et il a dit qu'en fait, il s'inquiétait pour moi parce que des choses très graves arrivent aux fugueuses. Bon, le mec, il a arraché, je sais pas ce qu'il dit. Il a dit qu'il connaît des filles de mon âge et qu'il se pardonnerait jamais s'il leur arrivait quelque chose et que du coup, il se sentait obligé de m'aider et de veiller sur moi. Il voudrait pas que les gens qui tiennent à moi aient à vivre l'idée que quelque chose me soit arrivé si lui ne me protégeait pas. Il a commencé à dire que j'allais probablement me faire agresser si je ne faisais pas attention et qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient me faire du mal. Il me demande aussi où j'allais, pourquoi, qui j'allais rencontrer, qu'il était prêt à m'aider, etc. Bon, vous aurez compris, le mec, il dit tout ce qui lui passe par la tête. L'un des autres types s'est excusé au nom
nom de son ami, en disant qu'il essayait juste d'être sympa, qu'il pouvait être un petit peu trop chiant quand il avait bu un verre ou deux. Moi, dans mon infinie sagesse, j'ai pensé « ouais, c'est juste des mecs bourrés qui sont un petit peu relous. » J'étais juste assise sur ce siège, pensant qu'ils allaient s'en aller, mais évidemment, moi je ne pouvais pas partir parce que j'étais coincé côté fenêtre. J'étais aimable avec eux et surtout je ne voulais pas paraître impoli parce que voilà, à nouveau, ils avaient l'air gentils. Je lui ai dit plusieurs fois que j'étais majeur, que j'étais autonome, que j'appréciais son inquiétude, mais que j'allais bien, et il m'a ignoré et il a continué à dire que je devais être une fugueuse, que je devais arrêter de mentir, qu'il veillerait sur ma sécurité, etc. J'étais très fatigué de mon voyage, du coup j'ai arrêté d'argumenter et j'ai juste suivi un peu ce qu'il disait. À un moment, il a attrapé ma main en me disant de lui promettre que je resterais en sécurité. Il m'a dit de le regarder dans les yeux et de lui promettre, donc je l'ai fait. Il n'a pas lâché ma main et il a continué à dire des choses comme « promets-moi, je veux que tu sois en sécurité ». Je me souviens pas si le troisième type a dit quoi que ce soit, peut-être qu'il discutait avec l'autre gars pendant que le principal me faisait chier, mais en tout cas je me souviens avoir eu aucune conversation avec lui. Un membre du personnel du train s'est approché et a demandé si je les connaissais, et si j'allais bien. Quand j'ai dit que je ne les connaissais pas, le personnel a dit qu'il semblait terriblement familier avec moi. Les mecs bourrés ont simplement dit qu'ils essayaient d'engager la conversation et de vérifier que j'allais bien. J'ai dit au personnel que j'allais bien et que je ne voulais pas faire de scène, et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont laissé ici à cette place, mais qu'ils sont allés se mettre au bout du wagon. Donc, elle parle du personnel, parce que, évidemment, ils ne m'ont pas cru. Quand je les voyais, au bout du wagon, en train de me regarder, les bras croisés, mentalement, je les suppliais de venir leur dire de dégager. À un moment, un des types bourrés a alors dit quelque chose comme « ça y est, c'est notre arrêt », et ils se sont levés et sont partis. Le personnel est venu vérifier comment j'allais quand ils sont descendus du train. Ils m'ont dit que si ces types n'étaient pas descendus à cet arrêt, ils allaient les faire descendre par la force. Pendant le reste du trajet, le personnel a été extrêmement gentil avec moi. Il n'arrêtait pas de me demander si j'allais bien ou si je voulais changer de wagon. Merci mon Dieu qu'il m'ait vu à ce moment-là et surtout qu'il soit venu m'aider. Ce qui m'effraie, c'est que je me suis jamais vraiment senti en danger à ce moment-là. J'étais juste totalement naïve et je pensais qu'ils essayaient d'être sympas, mais d'une façon assez relou et surtout un petit peu énervante. Mais maintenant que je suis un peu plus âgé, quand j'y repense, je me dis que j'étais bien bête. Pour info, j'ai grandi dans une famille assez particulière, donc je n'étais pas vraiment capable de poser des limites et surtout de me défendre moi-même à cette époque. Ma tolérance face aux comportements inappropriés et abusifs était vraiment élevée, donc je ne suis pas surprise que la moi du passé se soit retrouvée piégée dans une telle situation. Bon, là on a affaire à une histoire où il y a vraiment un groupe de 3 connards qui viennent faire chier tout le monde. Dans un cas comme ça, alors, je sais pas, là c'était dans un train la nuit, c'est vrai que je sais pas comment ça se passe, j'imagine qu'il y a toujours du personnel à l'intérieur. Le problème c'est que vous pouvez être ici, le personnel ici, donc il y a peut-être 15 wagons entre les deux. Si jamais une histoire comme ça se passe, en tout cas, première chose, quand le contrôleur vous demande si tout va bien, dites-lui non. Parce que là, le personnel a eu le réflexe de rester au bout du wagon parce qu'ils ont bien capté qu'il y avait quelque chose qui se passait. Mais peut-être, enfin je veux dire, on est tous différents, peut-être que certains n'auraient pas capté, ils auraient cru la fille. Et s'il vous plaît les mecs, quand vous êtes bourrés, n'allez pas faire chier que ce soit une femme ou un homme. Mais j'ai envie de dire encore moins une femme parce que vous savez que la nuit, c'est toujours un peu plus compliqué pour elle. Il y a toujours des putains de lourdeaux qui les suivent, qui les sifflent, qui font des trucs chelous. Je sais que ce que je dis, ça n'aura pas d'impact parce que quand les gens sont bourrés, le cerveau est déconnecté. Mais du coup, ce que je vais dire, ça s'adresse aux personnes qui sont conscientes à ce moment-là, qui ne sont pas bourrées. Si vous êtes témoin d'une chose comme ça et que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fout. S'il vous plaît, agissez et je vais vous donner une petite technique. Je n'ai jamais eu à la mettre en pratique, peut-être que la technique ne fonctionne pas. Donc je vous dirai si un jour je dois intervenir. Mais quand c'est comme ça, ce que vous faites, c'est que bon, déjà, c'est 3 personnes qui sont arrachées, donc elles ont une notion des choses complètement différentes. Mais même si elles sont pas arrachées, approchez-vous de la personne qui se fait emmerder et faites genre, s'il vous plaît, que vous êtes un proche, une amie, un membre de la famille, ou peut-être même le copain ou la copine. Vous vous approchez de la personne, admettons c'est une femme, vous êtes un homme, vous dites écoute, qu'est-ce que tu fais là, machin, ça me fait plaisir de te voir, et vous la ramenez vers vous. Comme ça, en fait, elle a un prétexte pour s'enfuir de la situation. Donc si je prends l'exemple du train, elle a un prétexte pour changer de place et venir s'asseoir à côté de vous et être autour d'une personne bien intentionnée. Je sais pas si exactement vous voyez ce que je veux dire, mais faites genre que vous la connaissez, comme ça vous avez un prétexte pour vous sortir de là. Personnellement, je n'ai jamais eu à mettre une telle chose en pratique, mais s'il vous plaît, si vous êtes témoin d'une chose comme ça, en tout cas, agissez, parce que vraiment, les gens lourds comme ça y est quoi, on en a un petit peu marre. Voilà, on est déjà au dernier témoignage, alors lui il est un petit peu plus long que les autres. On verra ce qu'il nous raconte. Cette histoire m'est arrivée il y a environ 4 ans, mais j'écoute depuis un moment un podcast qui parle de rencontres flippantes, et ils ont mentionné ce Reddit. J'ai pensé que mon histoire pourrait donc y trouver sa place. Je tiens à préciser que j'ai 35 ans et je suis une femme. Il y a environ 4 étés, je rentrais chez moi en voiture, seul, après être allé chez une amie. Bien qu'il soit après minuit, la nuit était encore très chaude, et j'avais toutes mes fenêtres ouvertes pour accueillir l'air frais. Je vis dans une banlieue de taille assez importante, il y a environ 100 000 habitants, et même si certaines zones sont animées et modernes, d'autres ressemblent davantage à une petite ville rurale. Par exemple, à un pâté de maison d'une autoroute principale, il y a une route secondaire qui traverse de grandes zones agricoles. C'est une bonne route à prendre quand il y a des bouchons sur l'autoroute, mais la conduite de nuit
est toujours un petit peu risquée. La route a 2 voies très étroites avec des fossés profonds de chaque côté et malheureusement j'ai vu beaucoup de voitures finir dans ces fossés. La route fait des virages donc c'est pas très pratique et pour couronner le tout, il n'y a pratiquement aucun éclairage public sur cette route, à l'exception d'un seul lampadaire juste près de l'entrée de la digue. Donc inutile de dire que comme cette route est un peu précaire, je conduisais tranquillement en profitant de la nuit très calme et surtout je n'avais pas de musique parce que je voulais vraiment me concentrer sur les bruits et surtout être déconnecté de tout. Alors que je prends un virage très serré, j'entends « Arrêtez, au secours !» et tout ça, ça venait de l'extérieur. Je ralentis immédiatement, j'allume mes feux de détresse et je me gare sur le bas-côté. Mon cœur bat à toute vitesse, c'était clairement une voix de femme et elle avait besoin d'aide. Je me retrouve immédiatement déchiré entre l'envie d'aider une femme en danger et surtout mon instinct, qui lui, déjà bien formé, qui me crie que cette situation est particulière et surtout peut-être dangereuse. Juste au moment où j'essaye de décider quoi faire et de savoir même si j'avais réellement entendu quelqu'un appeler à l'aide, une femme sort en trébuchant des buissons et elle descend le long de la route. Heureusement, le seul lampadaire de cette route fonctionnait, donc j'ai pu apercevoir immédiatement l'apparence de la femme et elle avait à peu près la quarantaine ou le début de la cinquantaine. Elle portait un short en jeans, un débardeur et des sandales. Elle marche rapidement vers ma voiture, dans laquelle je suis toujours, fenêtre ouverte, et elle me remercie de m'être arrêté, en disant que je devais venir avec elle. Donc, même si évidemment je suis inquiète, une petite alarme retentit dans ma tête, et je me dis, elle veut que j'aille avec elle ? C'est une femme que je ne connais pas, qui vient de sortir des buissons, et elle me demande de retourner avec elle marcher dans ces mêmes buissons où il fait nuit noire ? Ça n'a pas de sens. Immédiatement, je me dis non. Bien qu'elle semble paniquée, elle paraît plus préoccupée par le fait de me faire venir avec elle que le fait de me dire ce qui ne va pas. Finalement, elle me fait comprendre que elle et son ami faisaient du vélo et qu'à un moment, celui-ci a trébuché et qu'il s'est cogné la tête. Bon, pour être honnête, cette route, elle est très populaire pour faire un petit peu de marche sur le côté et du vélo pendant la journée, mais je m'imagine pas que ce soit un super endroit pour y traîner la nuit. Mais à un moment, je lui ai aussi demandé où est-ce qu'il se trouve exactement. Là, elle a juste pointé vers la partie est du sentier et quand j'ai insisté pour savoir à quelle distance sur le sentier il se trouvait, elle esquivait ma question et elle disait que je devais absolument venir avec elle. Elle n'a pas non plus voulu préciser s'il s'était cogné la tête en tombant de son vélo ou en se baignant, parce que en gros, d'après ce que je comprends, il voulait aller se baigner dans le lac qui est plus loin. Et à un moment, elle s'est agacée que je pose des questions. Elle a essayé d'attraper mon poignet pour me faire venir avec elle. Bien évidemment, je me suis reculé, elle a essayé à nouveau et je me suis éloigné d'elle en affirmant fermement que je ne marcherais pas dans le noir avec elle. Je lui ai dit qu'à la limite, j'allais appeler une ambulance, mais c'était la seule chose que je pouvais faire. Ça vaut la peine de mentionner que j'ai proposé d'appeler une ambulance tout de suite, mais elle a dit non. Elle a dit que je devais venir avec elle avant même de commencer à raconter ce qui s'était réellement passé. Elle semblait très frustrée par rapport au fait que j'ai dit non, mais j'ai quand même appelé une ambulance. Quand j'ai appelé les services d'urgence, j'ai donné ma position à l'opératrice et alors que je faisais de mon mieux pour expliquer la situation, elle m'a arraché le téléphone des mains et elle a commencé à répéter rapidement la même histoire vague à l'opératrice. J'étais sur les nerfs et un petit peu surprise qu'elle m'ait pris le téléphone des mains en plein milieu d'une phrase, mais là, ça m'a mis un doute. Parce que j'ai pensé que son ami était peut-être réellement grièvement blessé, ce qui expliquerait ses actes. Pendant qu'elle parle avec l'opératrice, je la regarde s'éloigner gentiment et je me rends compte d'un détail, c'est qu'elle n'est pas mouillée alors qu'elle m'a dit qu'elle voulait aller, ou plutôt qu'elle se baignait dans le lac. Ses cheveux étaient secs, ses vêtements aussi, et où était son vélo ? S'il était loin sur le sentier, est-ce que prendre le vélo pour aller chercher de l'aide n'aurait pas été plus rapide ? Heureusement, un camion faisait son chemin dans le virage. Je lui ai fait signe de s'arrêter en espérant simplement que quelqu'un puisse m'aider avec cette situation assez bizarre. Le conducteur, un homme d'environ 30 ans, se gare et je lui demande s'il accepte d'attendre avec moi jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Il avait l'air de sortir d'une nuit de travail, d'un chantier de construction ou de je ne sais quoi, mais il avait l'air épuisé. Donc je me suis un petit peu senti mal de lui demander ça. Mais il a accepté de rester avec moi et il m'a avoué qu'il trouvait la situation un petit peu suspecte. Je sais pas vraiment ce qui lui a fait ressentir ça, mais je lui avais encore rien dit sur ce qu'elle m'avait dit. Mais après lui avoir raconté toute l'histoire en détail, il a confirmé que c'était bizarre et il a pensé qu'elle pourrait peut-être s'enfuir avec mon téléphone, vu à la distance à laquelle elle s'était éloignée pour parler à l'ambulance. À un moment, la femme raccroche et elle vient me rendre le téléphone. Elle essaie une fois de plus de nous faire venir tous les deux avec elle. Le chauffeur du camion lui dit qu'il est probablement préférable d'attendre l'ambulance parce que s'ils ne sont pas là, l'ambulance ne saura pas où aller. Et encore une fois, je ne veux pas surinterpréter son comportement parce qu'elle pouvait sincèrement être inquiète pour son ami, mais elle semblait maintenant plus frustrée par notre présence qu'inquiète pour son pote. Elle ne répondait d'ailleurs à aucune des questions que le chauffeur du camion lui posait. En quelques minutes, une ambulance est arrivée et 2 ambulanciers en sont descendus. La femme commence à marcher en direction du chemin, sans même dire un mot aux ambulanciers, ni même répondre à leurs questions. Là, on les a tous vus disparaître dans le sentier. Quelques minutes plus tard,
une voiture de police et 2 agents se sont arrêtés et je leur ai dit qu'ils étaient partis vers ce chemin et les agents les ont suivis. Le chauffeur du camion et moi avons attendu environ 10 minutes pour voir si la police avait besoin de nous parler et surtout on voulait savoir si son ami allait bien. Mais comme personne ne ressortait du sentier, on a pensé que la police pourrait me contacter si nécessaire et donc on a décidé de partir. J'ai remercié le chauffeur du camion de s'être arrêté pour m'aider et nos chemins se sont séparés. Je tremblais encore en montant dans ma voiture et en faisant le reste du trajet jusqu'à chez moi parce que je repassais toute l'histoire dans ma tête. Est-ce que j'avais réagi de façon excessive ou est-ce que la situation était réellement bizarre? Je n'ai jamais reçu d'appel de la police pour faire un suivi sur quoi que ce soit et je n'ai d'ailleurs jamais réellement su ce qui était arrivé à cette femme, ni même à son ami, ni même s'il existait. J'ai quand même cherché dans les actualités locales, mais malheureusement, je n'ai rien trouvé. Si son ami existait vraiment et qu'il était réellement blessé, j'espère qu'il va bien et qu'il s'est complètement remis, mais ça fait 3 ans maintenant, et quand je repense à ce moment, j'ai encore cette sensation de creux au ventre. Quelque chose ne collait juste pas dans cette situation, comme s'il y avait trop de détails qui ne fonctionnaient pas. Je n'arrive toujours pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose de plus sinistre m'attendait dans l'obscurité de ce sentier, ou peut-être même dans le buisson. Ouais. Là, le témoignage, pour moi, c'est... Alors, je sais pas si c'est le plus effrayant des 6 que je vous ai raconté, mais c'est le plus glauque, je dirais, parce qu'effectivement, pour moi, il y a aussi une situation très bizarre. Vous êtes au milieu d'une route qui est quand même réputée pour être assez dangereuse. Peut-être que son ami était réellement blessé et que sa vie en dépendait, mais je pense pas que ce soit utile de mettre sa vie en danger, sachant qu'on n'a pas la certitude qu'il y a quelqu'un qui nous attend au bout du chemin. Enfin, quelqu'un qui est vraiment blessé, parce que la probabilité que vous tombiez dans un guet-apens ou je ne sais quoi, dans un cas comme ça, pour moi, elle est assez élevée. Surtout que voilà, on ne connaît pas la région, enfin, voilà. Pour moi, c'est bizarre. Voilà, j'espère que ces 6 témoignages vous auront plu, j'espère que ce format vous aura plu, c'est un petit peu différent de ce que je fais sur la chaîne. Mais là, étant donné que je n'ai pas trouvé d'histoire très intéressante à vous raconter, je me suis dit que j'allais changer un petit peu. C'est un concept qui m'a été quand même pas mal demandé récemment sur Instagram, donc voilà. Je voulais vous faire plaisir, j'espère que ça s'est ressenti. Si vous avez des conseils pour faire évoluer ce format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou même par DM, ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. Moi, de mon côté, je suis en train de travailler sur les vidéos abonnés, je suis en train de voir parce que niveau organisation, c'est quand même assez costaud, mais j'aimerais bien commencer à tourner le premier épisode cet été. Voilà, je vous tiendrai au courant sur Insta et sur Spotify, YouTube. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, je vous mets le lien en description. Moi, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode et à bientôt. Ciao, ciao!